Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'elle a un thème. J'ai remarqué que sur plus d'une trentaine d'épisodes de Comment il fait, il y avait quasiment jamais de magicienne. Alors on a bien eu quelques duos, mais jamais de magicienne solo. À la limite il y aurait Caroline Marx, mais c'était toujours dans le contexte de diversion, je l'ai jamais prise toute seule cette femme. Enfin, du coup j'ai décidé de faire une vidéo sur deux magiciennes solo. On est sur du Britain's Got Talent 2018 et 2019. Allez c'est parti. On commence par un tour flippant réalisé par la mystérieuse Elisabeth en 2019. Évidemment, pour bien profiter de l'ambiance et de l'atmosphère de ce tour, je vous laisse regarder la vidéo originale en entier, dont le lien est dans la description. Ici, je vais vous diffuser une version plus courte, on va se concentrer sur les effets. Elisabeth explique que le théâtre où a lieu l'émission est hanté. Elle donne un carnet de notes à Amanda et l'emmène sous la scène. Ouh. Elle lui donne un tas de vieilles photos face cachée. Amanda va les faire défiler et s'arrêtera sur l'une d'elles dès qu'elle sentira une connexion. La photo est mise dans une boîte. Elisabeth montre bien que toutes les photos sont différentes. Amanda récupère la photo dans la boîte et la révèle. Agatha Turner, 1860. C'est celle d'une vieille femme, Agatha Turner, avec la date 1860. Amanda ouvre le carnet, où il y avait un marque-page depuis le début. On a un petit texte inquiétant qui mentionne le nom d'Agatha Turner, ainsi que la date 1860. Et là d'un coup, une lumière noire fait apparaître le nom et la date sur le mur juste à côté. Ça m'a toujours fait marrer le terme lumière noire. Est-ce que les nyctalopes sont éblouis par de la lumière noire? Voici une question à laquelle nous ne répondrons pas. Boum! Elisabeth a disparu et le fantôme d'Agatha Turner apparaît. Agatha va ensuite saisir Amanda et la reconduire à la sortie. Sauf qu'au moment de sortir, c'est à nouveau Elisabeth, alors qu'on a vu sa main sur l'épaule d'Amanda tout le long. Bon, soyons francs, le meilleur aspect de ce tour, c'est l'ambiance qui est créée. Elisabeth fait bien monter la tension et elle a un super final. Et le montage vidéo, ainsi que les bruitages rajoutés, accentuent un peu tous ces effets. En parlant d'effets d'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça dans ce tour. Étant donné le texte du carnet, le texte sur le mur et l'apparition du fantôme, il est évident que la photo a été forcée. Ce qui permet le forçage, c'est la boîte à cigares dans laquelle est mise la photo. La photo est mise dedans et elle est ressortie quelques instants plus tard. Dans les faits, ça sert à rien. Elle aurait pu simplement être posée sur le côté et récupérée ensuite. Mais non, il y a une boîte qui est utilisée, donc si cette boîte est utilisée, c'est qu'elle joue un rôle dans le forçage. Je pense que cette boîte a simplement deux compartiments et deux façons possibles de s'ouvrir. Elisabeth l'ouvre d'une certaine façon, qu'elle seule connaît, pour pouvoir ouvrir le compartiment vide et laisser Amanda poser la photo. Ensuite, elle glisse la boîte vers Amanda, qui elle va l'ouvrir de la façon la plus instinctive possible, ce qui va ouvrir le deuxième compartiment, celui où il y a la photo forcée. Elisabeth dit à Amanda de choisir la photo avec laquelle elle ressent une connexion. C'est probablement juste du vent et une façon de faire en sorte qu'Amanda se persuade elle-même qu'elle ressent quelque chose de particulier. Comment fonctionne la boîte? Avec la pénombre et tout, je vous raconte pas la galère pour voir quoi que ce soit. Je ne peux qu'émettre une hypothèse. Quand Elisabeth ferme la boîte, j'ai l'impression qu'elle bouge quelque chose avec son index. On peut très facilement imaginer que les espèces de boules qui servent de décoration soient en fait des mécanismes qui permettent de déverrouiller ou verrouiller quelque chose. Ce que je pense, moi, c'est que dans le fond du dessus, le fond de la partie du couvercle, il y a une photo qui a été posée. Et dessus, on a plaqué un faux fond en fait, pour dissimuler la photo, et ce faux fond est ensuite verrouillé par un mécanisme. Donc la boîte est ouverte, on a la photo avec le faux fond dans le couvercle. Amanda met la photo. Au moment de refermer la boîte, Elisabeth déverrouille le mécanisme, ce qui laisse tomber le faux fond dans l'autre fond de la boîte, en bas, avec la photo qui du coup devient apparente. Donc finalement ça correspond à une inversion des deux zones de la boîte. Voilà, c'est l'explication la plus simple que j'ai, et en général ça sert à rien de chercher trop complexe. Agatha apparaît ensuite grâce à la zone d'ombre qu'il y a derrière Elisabeth. Dans la zone où a lieu le tour, tout a été prévu au niveau des éclairages pour qu'il puisse y avoir une grosse zone d'ombre qui permet l'échange. L'échange a lieu pendant que Amanda regarde vers le mur, bon ça en soi, il n'y a rien de particulier. Par contre, ce qu'il faut se demander c'est comment Elisabeth reprend sa place lorsqu'elle sort de sous la scène, en sachant que sur l'épaule d'Amanda on voit la même main en continu du début à la fin du trajet. En fait, on a bien l'impression que la main d'Agatha reste sur l'épaule d'Amanda tout le long et empêche l'échange des deux personnes. Mais au final, c'est juste l'impression que nous donne le montage. À ce moment-là du tour, il y a plein de cuts dans le montage, sur les réactions du jury, des spectateurs, des présentateurs. On n'a pas plus de 2 secondes en continu du plan où on voit Amanda. Donc il est en fait très possible
que la main ait été retirée de l'épaule d'Amanda un court instant permettant l'échange. Le truc c'est que Amanda s'en serait probablement rendu compte. Donc une astuce qui a peut-être été utilisée et qui dans ce cas n'aurait pas été filmée, c'est qu'à un moment donné, Agatha elle aurait sa main droite comme ça sur l'épaule, elle aurait genre mis son autre main sur le bras d'Amanda et enlevé sa main droite. Elizabeth serait revenue, aurait mis sa main à elle sur l'épaule, et ensuite Agatha se barre discrètement. Voilà. Comme ça il y aurait eu plusieurs contacts, une alternance de contacts, mais il n'y aurait jamais eu d'absence de contact. Donc dans la tête d'Amanda qui est devant et qui voit pas ce qui se passe, c'est toujours la même personne. Autre astuce possible, l'usage d'une fausse main. Vu la façon dont c'est filmé, c'est possible aussi, parce qu'en fait on voit jamais la main directement reliée au bras de la personne, on voit juste la main sur l'épaule et la personne en fond derrière, mais on voit pas le lien entre les deux. Donc Agatha aurait une fausse main posée sur l'épaule d'Amanda, à un moment donné, Elizabeth prendrait le relais, en gardant la fausse main toujours en contact. Tout ça aurait lieu dans l'espèce de zone d'ombre qui se trouve juste avant la sortie. Et après, pour remplacer la fausse main par sa vraie main, elle devrait juste passer en dessous comme ça, rapidement. L'échange entre la fausse main et la vraie pourrait se faire dans un mouvement, je sais pas, à un moment où il y aurait une marche et où ça pourrait faire un choc et hop, hop, là, voilà. Amanda sentirait toujours un contact avec un choc et elle se rendrait pas forcément compte que ça change de main. Comme ça, en sortant de la zone d'ombre juste avant la sortie, Elizabeth peut voilà, retourner à Amanda avec sa vraie main sur l'épaule et tout. Bon, je sais que ça fait pas beaucoup de techniques, pas beaucoup d'explications et beaucoup de doutes. Mais je voulais quand même parler de ce tour pour l'ambiance qui a instauré, la mise en scène en fait, qui vaut vraiment le coup d'œil. On va maintenant passer à un tour dans un ton complètement différent. Là, on va être dans un truc beaucoup plus léger et humoristique. Un tour réalisé par Mandy Muden en 2018. D'abord, Mandy dessine une pastèque sur une feuille et boum, elle apparaît. Classique. Ensuite, elle demande à chacun des jurés, à tour de rôle, de penser à un mot. Et elle essaye de prédire chacun de ces mots sur son paperboard. David donne le nom d'une personne qui l'attire, il dit Simon. Alicia dit quelque chose qu'elle aime bien faire tous les jours, elle dit food. Et Simon donne un nombre, 777. À chaque prédiction, elle va se tromper et chiffonner la feuille du paperboard et la balancer par terre. 777. That is uncanny. La dernière jurée, Amanda, monte sur scène et choisit une carte au hasard dans un jeu. Là encore, Mandy essaye de la prédire mais se trompe. Sauf qu'ensuite, elle va ramasser les feuilles qui sont chiffonnées par terre et montrer que les prédictions étaient correctes. Bon, elle s'est gourée en l'écrivant, mais le résultat est là. Un assistant apporte quelque chose pour la prédiction de la carte, une bannière que Mandy déroule, sauf que la bannière représente un 3 de pique au lieu d'un 4. Pour corriger ça, elle fait apparaître une pelle, parce que pique en anglais c'est spades, et ça veut aussi dire pelle. Bon, encore une fois, rien ne vaut un visionnage complet de la vidéo d'origine. Mais sinon, ouais, effectivement, pique en anglais c'est pelle. Le jour où vous aurez besoin d'une pelle, j'espère que le manche sera un peu plus long que ça quand même. Hein. Les carreaux sinon c'est diamond, ce qui veut dire diamant, bon, celui-là ok. Les cœurs ça reste hearts, donc c'est cœur, R-A-S. Par contre, les trèfles c'est clubs, ce qui veut dire bâton, ou gourdin, enfin vous voyez l'idée. Un bâton avec cette tronche là, ça doit faire mal, ça j'en doute pas, mais ça ressemble quand même plus à un trèfle à 3 feuilles. Enfin bref. Le premier effet est simple, l'apparition de la pastèque. Bien qu'elle ait écrit melon. C'est simple, la pastèque est très probablement accrochée derrière le paperboard. Par un système à base de sangle ou un truc du genre, un truc très simple. L'assistant apporte le paperboard avec la pastèque accrochée derrière, en gardant évidemment toujours la face du paperboard vers le public. Mandy garde le paperboard toujours orienté de la même façon avec la pastèque accrochée derrière et elle doit juste détacher voilà, ou faire bouger l'ensemble pour que la pastèque se détache toute seule et tombe à ses pieds. C'est pour ça que je pense à un système de sangle, parce que si on imagine une sangle un peu en croix comme ça pour accrocher la pastèque, il suffit de bouger un peu, d'en tirer légèrement une pour que la pastèque passe au travers et tombe. On arrive aux prédictions ratées. Mandy va utiliser un principe plutôt simple, mais assez efficace quand il s'agit de prédictions. Sur les 4 prédictions, on a 3 mots et une carte. Pour chaque prédiction, Mandy va écrire sur la feuille avant de demander au juré de révéler le résultat. Et à chaque fois, elle va chiffonner la feuille et la balancer par terre. On se retrouve donc avec 4 feuilles chiffonnées par terre. Sauf qu'à la fin, pour la prédiction de la carte, Mandy n'utilise pas la feuille du paperboard, elle utilise la bannière préparée à l'avance. Dans ce cas, pourquoi avoir fait une prédiction sur une feuille de paperboard? Sur les 4 boules de papier par terre, il n'y en a que 3 qui sont dépliées. Comment ça se fait? En fait, c'est parce que les prédictions sont faites en décalé. Je m'explique. Pour que ce soit plus simple, on va numéroter les feuilles des prédictions dans l'ordre chronologique, de 1 à 4. Feuille numéro 1. Mandy écrit une prédiction bidon, un truc qui ne sera jamais lu et dont on se fout totalement.
Et ensuite, David lui dit que la personne à qui il pensait était Simon. Feuille numéro 2. Mandy demande à Alicia de penser à quelque chose, mais en réalité sur sa feuille, elle écrit Simon, le mot qui a été dit par David juste avant. Alicia lui dit qu'elle pensait au mot food, et Mandy chiffonne la feuille numéro 2. Feuille numéro 3, Mandy demande à Simon de choisir un nombre, et avant qu'il révèle son nombre, elle écrit food, que lui a dit Alicia juste avant. Simon lui dit que son nombre était 777, et elle chiffonne la feuille numéro 3. Feuille numéro 4, là on arrive au moment du jeu de cartes, donc Amanda va choisir une carte. Mandy va faire genre de faire la prédiction de la carte sur le paperboard, mais en réalité elle va écrire 777. Bon, sauf qu'elle va se tromper et écrire 770, bon ça c'est sûrement qu'elle s'est mélangé les pinceaux, c'est pas grave, ça arrive. Et du coup on se retrouve avec les 4 morceaux de papier, 1, 2, 3, 4, sur le sol avec les prédictions. Donc vous voyez à peu près le principe, Mandy écrit à chaque fois la prédiction précédente, et elle peut ensuite tout révéler d'un coup à la fin. Le public et les spectateurs ne font pas attention au fait que Mandy ramasse les feuilles qui ne correspondent pas aux prédictions. C'est-à-dire qu'on a des boules de papier qui ont été placées sur la scène, 1, 2, 3, 4. Les gens ne se rendent pas compte que Mandy ramasse la feuille numéro 2 pour révéler la prédiction numéro 1. La feuille numéro 3 pour révéler la prédiction 2, et la feuille numéro 4 pour révéler la prédiction 3. La seule façon de se rendre compte de ça, c'est vraiment d'être attentif et de bien retenir quelle boule de papier correspond à quelle prédiction. Et il est aussi assez facile pour le public de ne pas faire attention au fait que l'une des 4 feuilles reste par terre, chiffonnée et n'est pas révélée. Malgré tout, il reste à risque. Donc ça reste une astuce risquée à cause de ces incohérences qui peuvent être remarquées par certains spectateurs. Donc cette technique fonctionne surtout si l'artiste qui l'utilise arrive à s'accaparer toute l'attention du public grâce à son éloquence ou à son humour. Et c'est le cas de Mandy, je trouve. Donc Mandy fait la révélation des prédictions, donc en prenant encore une fois la feuille numéro 2 pour révéler la prédiction numéro 1, la feuille 3 pour révéler la prédiction 2, la feuille 4 pour révéler la prédiction 3, et il ne reste plus qu'à révéler la prédiction de la carte. Contrairement aux mots qui ont été choisis librement, le 4 de pique est évidemment forcé, puisqu'il y a la bannière et tout qui sont préparés à l'avance. C'est un jeu de cartes, et bon, les techniques de forçage de cartes, c'est pas ce qui manque. Ici, je pense que l'astuce est assez simple, à mon avis, sur le dessus du jeu, on n'a que des 4 de pique. Il doit y en avoir une dizaine ou quelque chose comme ça. Les cartes défilent très lentement et voilà, Amanda choisit vite. En général, dans ce genre de contexte, les personnes ne font pas défiler 36 cartes avant de choisir. Ils en prennent voilà, dès le début dans ce qu'on leur montre, quoi. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'après qu'Amanda ait tiré la carte, Mandy garde le jeu et va ensuite vers le paperboard pour faire sa prédiction. Mais dans les plans suivants, on voit que Amanda a le jeu complet avec elle, en plus de sa carte. Le plus logique dans le déroulé des événements, c'est que Mandy s'est débarrassée de tous ces 4 de pique sur le dessus du paquet pendant qu'elle faisait sa prédiction au niveau du paperboard, et a ensuite ramené le reste du jeu à Amanda quand elle est revenue vers elle. Mais tout ça, ça manque dans le montage. C'est sûr et certain qu'il manque toute une partie dans la vidéo. Je veux dire, on voit même pas Mandy écrire la 4ème prédiction sur le paperboard, on la voit pas déchirer la 4ème feuille, la rouler en boule et la jeter sur scène. Alors qu'on voit bien qu'à un moment donné, sur la scène, il y a 3 boules de papier, et quelques plans plus tard, il y en a 4. Bref, puisque la carte est forcée, la bannière est préparée à l'avance, et la pelle aussi. Mais comment apparaît cette pelle? C'est tout simplement une pelle pliable. Si vous regardez bien au moment où elle apparaît, on voit qu'elle se froisse un peu, on voit qu'elle est souple en fait. Donc cette pelle est tout simplement enroulée avec la bannière, et elle est dans le rouleau au moment où le mec lui apporte. Et quand elle déplie la bannière, ça permet à Mandy de prendre la pelle, et ensuite elle n'a plus qu'à la déplier d'un seul coup. Il y a plusieurs objets comme ça en magie qui prennent pas peu de place et qui se déplient d'un seul coup pour prendre du volume et faire un bel effet d'apparition. La plupart du temps dans un tour de magie, si vous voyez qu'un objet a l'air de sortir de nulle part et qu'ensuite il n'est pas utilisé, qu'il ne sert qu'à l'apparition, c'est très probablement un faux objet pliable. Étant pliable et en matériaux souples, etc., il ne peut pas être utilisé tel qu'il est censé l'être. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a pu voir 2 magiciennes intéressantes et dans des registres très différents. Alors je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé de technique, mais je trouvais important de faire cette vidéo pour montrer que l'ambiance et l'atmosphère jouent aussi un rôle très important dans un tour de magie. Dans ces 2 tours là par exemple, l'ambiance est clairement plus importante que les effets réalisés. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également partager cette vidéo tout autour de vous, c'est ce qui est le plus efficace pour me permettre de faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi partager la playlist complète des Comment ont-ils fait ou toute autre vidéo que vous avez pu voir sur cette chaîne, car il n'y a pas que des explications de magie, il y a plein d'autres choses si vous ne le savez pas encore.
Je vous encourage également à aller jeter un petit coup d'œil sur le court-métrage La Pierre qui est sorti la semaine dernière. Pour le reste, vous pouvez bien sûr vous abonner, me suivre sur Facebook, Twitter, me soutenir si vous le souhaitez sur Utip et Tipeee, et je vais comme d'habitude remercier tous les tipeurs. Et quant à moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.